là aujourd'hui. Et surtout, un grand merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Donc ici, de droite à gauche, vous avez Pierre Peigné, directeur scientifique de Prismeval, Caroline Jeanner, Senior Associate à The Future Society et PhD candidate en AI Public Policy à Oxford, Antoine Simon, responsable certification au LNE, le Laboratoire National de Métrologie et d'Essai, et Benoît Malézieux, expert en régulation de l'IA chez Giscard. Je pense qu'on peut leur donner un premier round d'applaudissements. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. Et moi, je suis Capucine Marteau. Je suis Product Manager dans une entreprise de cloud computing et membre d'Efficience. Et c'est moi qui vais animer cette table ronde aujourd'hui. Et pour commencer... vous avez les intervenants ici. Mais pour commencer, je voudrais dire un petit mot sur Efficience. Efficience, on est un collectif qui a été fondé par des étudiants, doctorants et alumni des écoles normales supérieures. Et la mission d'Efficience, c'est de s'emparer des enjeux du XXIe siècle en essayant de promouvoir ce qu'on appelle une recherche impliquée. Qu'est-ce que c'est que la recherche impliquée? C'est partir de problèmes concrets, prioritaires dans la société, donc par exemple le changement climatique, la sûreté de l'intelligence artificielle, les biorisques, et c'est identifier des voies de recherche les plus pertinentes pour adresser ces problèmes. Et au sein d'Efficience, on a plusieurs pôles. Et donc le pôle qui organise cette conférence, c'est le pôle IA. Et le pôle IA a créé le Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle, Centre pour la sécurité de l'IA. Le but de ce centre, en fait, c'est de donner des outils et des clés du savoir open source aux acteurs de l'intelligence artificielle. Donc les activités du centre, pour vous donner un petit peu une idée, on a deux volets. On a un volet qui est plutôt recherche, c'est collaborer avec les différents acteurs de l'intelligence artificielle, co-créer avec eux des outils open source et des benchmarks. Et le deuxième volet, c'est un volet plus éducation, formation. Et ces deux volets-là, en fait, créent un écosystème pour l'innovation et la création de IA qui sont plus safe. Et pour vous donner un peu une idée des événements qui sont organisés par le centre, on a des séminaires. Par exemple, le séminaire du Master Mathématiques, Vision et Apprentissage de Paris-Saclay. On a des hackathons qu'on organise. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Efficience. C'est à travers un hackathon à l'école 42. On a des journées et des camps de formation comme le ML for Good. Vous avez des images ici du ML for Good. Des tables rondes, comme celle d'aujourd'hui, sur l'IA Safety. Et donc la prochaine, c'est le 25 avril. Et vous pouvez ici scanner le QR code. Si vous n'avez pas le temps de scanner le QR code maintenant, je le remettrai à la fin. Donc pas de problème, vous pourrez le scanner, il n'y a pas de souci. Et il y a également un Discord sûreté de l'intelligence artificielle sur lequel on peut se retrouver et vous avez un peu toute la liste des événements, etc. et on peut discuter. Et vous pouvez regarder sur ce QR code-là pour rejoindre le Discord. Aujourd'hui, pour cette table ronde, on va parler d'IA Safety avec le thème suivant « Évaluer et auditer les IA à haut risque, défis méthodologiques et pratiques ». Et pour commencer et introduire un petit peu ce sujet, j'aimerais demander à chaque invité de se présenter, de présenter l'organisme auquel il appartient et de nous dire ce qui l'intéresse dans cette table ronde aujourd'hui. On va commencer par Caroline, peut-être ? Très bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline et je travaille à The Future Society. C'est un institut de recherche qui travaille à aligner l'intelligence artificielle grâce à une meilleure gouvernance. Nous faisons notamment des recommandations aux décideurs politiques. Nous avons travaillé sur les IA à usage général dans la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Et donc nous avons fait des propositions qui ont été notamment intégrées dans le texte, qui a été voté récemment. Et d'un deuxième côté, je suis doctorante à Oxford et ma thèse porte sur les risques systémiques des IA à usage général dans les 5 prochaines années. Donc comment les analyser et les réduire. Super. Merci beaucoup Caroline. Pierre, tu peux te présenter aussi ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Pierre Peigné, je suis directeur scientifique à Prismeval, pardon. Avant de fonder Prism, j'ai fait un master en philosophie des sciences et ensuite j'ai fait l'école 42, comme Capucine.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait à Prismeval? On a fondé cette start-up, qui est une start-up focus sur la recherche, avec l'objectif d'essayer d'améliorer notre compréhension des modèles. Et la façon qu'on a décidé d'attaquer le problème, c'est une méthode qui est assez différente de ce qui se fait aujourd'hui quand on essaye de faire pousser l'interprétabilité. On n'est pas en train d'essayer d'analyser les circuits neuronaux à un niveau très bas niveau chez les IA. On essaye de les analyser au niveau des comportements. Et donc, on est en train de développer ce qu'on appelle une science cognitive des IA génératives. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Super. Benoît, peut-être tu veux te présenter aussi? Ouais, du coup, moi, je suis chercheur en ML chez Giscard. Donc chez Giscard, en fait, on fait des choses, disons, plus proches des data scientists. On fournit des outils pour évaluer la qualité des modèles de ML. Donc avant d'arriver chez Giscard, j'ai été en thèse à l'INRIA. Je faisais une thèse en ML. Et voilà, donc maintenant je travaille principalement sur les problématiques liées à la gouvernance, en fait. Donc faire en sorte de fournir aux entreprises des outils qui vont leur permettre d'être en conformité avec l'AI Act. Super, merci beaucoup. Et enfin Antoine. Donc enchanté, Antoine Simon, prénom Antoine, du coup, ça on confond souvent. Donc moi je travaille pour le LNE, c'est le Laboratoire National de Métrologie et d'Essai. Historiquement, du coup c'est une entreprise qui du coup est encore aujourd'hui d'ailleurs la référence métrologique pour la France. Et depuis maintenant 7 ans, c'est ça, 7-8 ans, on travaille du coup à la certification des technologies de l'information. Donc en fait on est une tierce partie. On réalise des audits, on a une approche du coup normative, donc on pourra discuter un peu de ce que ça représente, mais pour la faire courte, on n'a pas les mains dans le cambouis directement, on a une vision, on va dire, très processus de tout ce qui peut se passer, très système de management, et donc on travaille beaucoup sur les activités de cybersécurité, là où il y a un état de l'art beaucoup plus complet, donc avec, s'il y en a qui sont un peu familiers avec les ISO, on certifie selon des normes ISO, donc ISO 27001, etc. Et la raison de ma présence surtout aujourd'hui, c'est que le LNE a commencé ses activités au niveau IA depuis 2020. On a développé un référentiel qui a pour but de certifier l'IA par une approche processus, que j'expliquerai très sûrement après. Et l'idée, c'est de contrôler, si vous voulez, un peu le carquois dans lequel évolue une intelligence artificielle. Donc c'est une approche très normative, qui va être très différente de du coup, ce qui est proposé un peu autour de cette table. Et derrière aussi, on est sur une approche ISO 42001, qui est la norme, on va dire, de système de management, qui est sortie en décembre dernier, qui est appliquée du coup à l'intelligence artificielle. Voilà. Super, merci beaucoup, très beau panel ce soir, on a beaucoup de chance. Merci. Et on va rentrer assez vite dans le cœur du sujet en fait, parce que quand on parle d'évaluation des IA à haut risque, on a envie de savoir déjà qu'est-ce que c'est qu'une IA à haut risque. Qu'est-ce que ça représente en fait les risques, les hauts risques au niveau de l'intelligence artificielle et pourquoi c'est important de les évaluer. Alors est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur ce sujet-là? Moi je peux démarrer et puis après vous complétez à la limite. Très bien. Du coup, moi je vais me baser vraiment sur l'IA Act, c'est-à-dire une IA à haut risque, c'est défini dans l'IA Act qui est sorti du coup en avril. Voilà, même un peu avant. Mais voilà, en avril, donc une IA à haut risque, c'est dans l'IA Act décrit surtout au niveau de l'annexe 3 de mémoire. Et du coup, c'est des IA qui appartiennent à certains domaines. Donc il va y avoir le domaine du transport, le domaine médical, la sécurisation du médical, etc. Et en fin de compte, ces IA à haut risque, c'est un peu intuitif si vous voulez, mais c'est de se dire, si je commence à développer une intelligence artificielle dans un robot qui a une application chirurgicale, il y a un risque humain, en fait, il y a un risque soit pour le droit humain, donc là il y a un risque médical avéré, et donc de fait, on considère qu'elles sont à haut risque. Et donc j'ai parlé du droit humain et il faut simplement faire attention parce que dans l'IA Act, il y a aussi encore un niveau au-dessus de risque où en fait l'IA Act statue sur une interdiction simple de tout développement IA sur ces domaines et ça va être la biométrie, mais la biométrie à distance, c'est un cas un peu particulier après. Voilà, donc c'est comme ça, moi je vais vraiment me baser sur l'IA Act pour répondre à la question. Ok. Pour préciser, du coup, l'AI Act, tu fais référence à l'EU AI Act, oui, qui a fait l'objet du coup d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe en décembre, je pense. Oui, ça, là, l'accord en décembre et puis voilà, et puis le document qui est arrivé petit à petit. Exactement. D'ici 2 ans à peu près dans tous les pays membres. Ouais, c'est ça.
Caroline, est-ce que pour toi c'est la même chose des IA au risque? Est-ce que c'est comme ça que tu fais les choses aussi? Alors c'est une parfaite introduction, merci beaucoup, et même une très bonne fondation, et je vais juste compléter légèrement bien sûr. en parlant des risques systémiques. Oui, bien sûr. Donc, qu'en fait, c'est une nouvelle catégorie qui a été introduite un peu à la fin du EU AI Act, et c'est en particulier pour les IA à usage général, même si c'est pour d'autres IA aussi, mais voilà, en particulier pour ces genres d'IA, et ce sont donc des risques pour toute la société. On peut penser à des risques de sûreté à grande échelle, par exemple des attaques, des cyberattaques sur les systèmes critiques. Mais on peut aussi penser à les usages de l'intelligence artificielle pour développer des pandémies artificielles. Voilà, tous ces risques à la sûreté, voilà, le système de contrôle, une société de surveillance. Donc, veiller à ce que nous n'allions pas vers ce genre de société avec des intelligences artificielles. Voilà, c'est une sorte de risque global pour la société. Et donc, toute IA à usage général qui pose un risque systémique devra suivre le EU AI Act, même si cette IA est open source. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Benoît, est-ce que ces définitions te conviennent, et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu penses que c'est important d'évaluer du coup des IA à haut risque? Bah ouais, les définitions me conviennent très bien. Si je peux préciser un truc peut-être pour vous donner un peu plus de côté pratique, donc une IA à risque limité, hein, peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre ce que c'est qu'une IA à haut risque. Une IA à risque limité, c'est une IA qui ne va pas être un composant essentiel d'un produit ou d'un service, par exemple. Donc si jamais vous utilisez de l'IA pour catégoriser des documents, si jamais vous utilisez de l'IA pour vous assister dans une décision, mais qu'au final, cette décision, c'est vous qui la prenez, ce n'est pas considéré comme une IA à haut risque. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important d'évaluer ces IA? Disons que d'un point de vue pratique, déjà, c'est important de les évaluer parce qu'on a envie de maîtriser les résultats, tout simplement. Ça peut être une première réponse très pragmatique. Donc on a envie de maîtriser les résultats parce qu'aucune entreprise ne voudra mettre en production une IA qu'elle ne maîtrise pas, dont elle ne contrôle pas les outputs. Parce que ça peut porter préjudice à la réputation de l'entreprise, ça peut porter préjudice à son chiffre d'affaires. Et voilà, donc si ça répond à la question. Tout à fait. Okay. Et Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup sur ce sujet? Pourquoi est-ce que c'est important, d'après toi, d'évaluer les IA au risque? Oui, et avant de dire pourquoi, je voudrais parler d'un type de système qui n'a pas été évoqué. Moi, j'aime bien parler de système d'IA plus que d'IA tout court, parce que, à vrai dire, je pense qu'il faut avoir un spectre un peu plus large et considérer à la fois des IA comme, je ne sais pas, ChatGPT tout seul, mais ChatGPT équipé de plein d'outils qui permettent de faire de la recherche en ligne, de potentiellement même se connecter à des API, etc. C'est un système plus complexe que ChatGPT qui génère des risques supplémentaires potentiellement en vertu du fait qu'il a des capacités supplémentaires. Et enfin, toujours dans les systèmes, mais là on peut même encore élargir un peu plus le scope, on a aussi un autre type de système qui est les systèmes multi-agents, dans lesquels ça pose aussi des problèmes, dans le sens où potentiellement c'est pas juste un ChatGPT, c'est un système de plein d'IA qui sont en train de faire plein de choses différentes les unes avec les autres, de communiquer, d'accomplir des tâches et d'optimiser pour des objectifs similaires. Et dans ce cas-là, le problème, c'est pas nécessairement ce qu'une IA fait, mais c'est le comportement général du système. Et donc pourquoi c'est important de les évaluer? Je pense que ça a été très bien résumé. Aujourd'hui, on a une problématique forte liée au fait qu'on a du mal à prédire le comportement de ces systèmes, ce qui fait que ça pose des très grosses problématiques de sûreté au niveau de leur déploiement. Et ces problématiques viennent notamment d'un manque de robustesse. Par exemple, on peut constater que c'est assez facile de trouver plein d'exemples de moyens de faire ce qu'on appelle du jailbreaking, c'est-à-dire il y a beaucoup d'IA qui sont censés avoir été fine-tuné pour ne pas avoir certains types de comportements, et si on creuse un peu et si on fait quelques essais, c'est pas extrêmement difficile d'obtenir la recette de la méthamphétamine en demandant à GPT-4 par exemple. Il faut juste savoir comment demander, et ça c'est un exemple typique de comportement pour lequel le modèle n'est pas censé répondre de la sorte,
Or, il le fait, et c'est un petit problème parce que aujourd'hui, pourquoi le fait-il ou pourquoi il ne devrait pas le faire, c'est pas quelque chose qu'on est capable d'expliquer correctement. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de choses que tu es capable de jailbreaker en fait La liste est très longue, mais obtenir des recettes de bombes, obtenir des contenus toxiques, que ce soit homophobes, sexistes, racistes, etc., c'est très facile à faire aujourd'hui. Faire du hacking, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à obtenir si on sait un petit peu comment les demander. Super. Bon, maintenant qu'on a un peu une vision un peu plus claire de pourquoi est-ce que c'est important d'évaluer les IAORIS et qu'est-ce que c'est, on va passer à la partie évaluation et quels sont les défis en fait aujourd'hui au niveau de l'évaluation. Et on va reprendre en fait avec vous deux qui travaillez tous les deux dans le domaine de l'évaluation des IA. Donc peut-être Benoît, est-ce que tu peux nous dire quels sont les problèmes que vous avez identifiés chez Giscard au niveau de l'évaluation et quels sont les défis que vous rencontrez pour répondre à ces problèmes chez les clients? Ok. Du coup, les problèmes qu'on a rencontrés, donc déjà, c'est que donc j'imagine qu'il y en a pas mal dans la salle qui ont une pratique du machine learning. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai rejoint Giscard, c'est que je m'étais jamais posé la question, mais en fait, quand on fait du ML, on teste très rarement son modèle. Donc, quand on fait du développement logiciel, par exemple, il ne viendrait jamais à l'esprit à quelqu'un de pousser du code sans tester son code de A à Z pour être sûr que tout marche bien. Mais quand on fait du ML ou de la data science, les seules choses qu'on fait, c'est qu'on regarde plus ou moins l'accuracy de son modèle, peut-être la précision de recall, etc. sur son dataset de test. On se dit, voilà, ça a l'air pas trop mal, et hop, on pousse en prod. Donc il n'y a jamais de travail de test un petit peu approfondi sur, même avec un modèle et un dataset de test, par exemple, pour essayer de comprendre le comportement du modèle, pour essayer de repérer des biais, pour essayer de repérer des problèmes de robustesse. Et donc nous, ce qu'on fait chez Giscard, c'est qu'on est parti de ce constat-là pour essayer de construire des outils qui s'adressent à tous les data scientists que vous pouvez utiliser. On a des outils qui sont open source, on a une librairie Python. Et ces outils-là vont vous permettre d'aller plus loin dans le test des modèles, d'aller chercher des erreurs sur certains types de données, certaines valeurs spécifiques, certaines catégories. Par exemple, si vous avez des labels, ça va aller pointer certaines catégories sur lesquelles votre modèle est moins performant. Et du coup, on propose ces outils-là à tous les data scientists pour qu'ils puissent un peu plus approfondir le test de modèle. Et ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux entreprises des tests qui sont un peu plus custom. Donc, chaque entreprise, ça fait partie des défis méthodologiques qu'on rencontre. Chaque entreprise a son application particulière et donc il faut des tests spécifiques par application. Donc les entreprises vont venir nous voir et on va les aider à designer des tests qui sont cohérents avec leur application. Voilà. Donc, Super. Non, super intéressant et du coup on est curieux de savoir un peu quelle est la différence entre vos deux entreprises. Est-ce que vous faites des choses similaires et qu'est-ce que vous faites différemment? Alors, la chose très similaire qu'on fait, c'est qu'on se positionne également sur l'idée de tester les modèles avant de les déployer. L'une des choses sur lesquelles on a une divergence, et qui est du coup plutôt une grosse complémentarité, c'est que le type de test, je ne connais pas très bien les tests custom qui sont faits pour les entreprises, mais le type de tests qui sont faits généralement avec la librairie Giscard sont plutôt ce que j'appelle des benchmarks, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on va tester plutôt pour des comportements spécifiques avec des types de prompts qui sont préparés à l'avance. Je suis content, je ne me trompe pas, très bien. Et l'un des inconvénients qu'il y a, d'après moi, au benchmark, c'est qu'aujourd'hui, on a une problématique de sensibilité aux prompts des modèles qui est très forte. Il y a beaucoup de littérature qui est publiée sur ce sujet. Et donc, la façon dont on pose les questions, et ça peut être très subtil, ça peut être des histoires d'une virgule placée quelque part, des majuscules mises quelque part, etc., a une énorme importance sur le résultat final. Et là, il y a par exemple un papier qui est sorti il y a quelques mois, dans lequel on pouvait avoir une différence sur le benchmark MMLU qui allait de 3% de succès à 80% de succès, en fonction de si on mettait 2 points ou pas devant question de points, réponse de points, etc. Donc on parle d'ordres de grandeur qui sont extrêmement conséquents.
Et donc, c'est pour ça que les benchmarks sont importants pour donner des informations. Malheureusement, on n'est pas à l'abri que les questions qu'on pose sont peut-être pas les mieux formulées pour le modèle pour lequel on pose ces questions. Et c'est pour ça que ce qu'on fait, nous, chez Prism, c'est qu'on a notre propre IA propriétaire qu'on a développé, dont l'objectif est d'optimiser pour développer des prompts qui ont le plus de probabilité de pousser le modèle dans ses retranchements pour faire, par exemple, vu qu'on évalue essentiellement des comportements aujourd'hui, si vous voulez savoir si votre IA est capable de produire du contenu toxique, c'est plus facile d'avoir quelque chose qui essaye vraiment très fort de pousser une IA à dire des trucs toxiques plutôt que de tester sur un sous-ensemble de prompts qui demandent, mais en fait tout ce qu'on sait avec un benchmark, c'est si ces prompts-là fonctionnent ou pas. Voilà, c'est un peu la différence. Je pense que les deux sont très complémentaires. Notre approche est un peu plus lente, mais voilà, je pense que idéalement dans une pipeline de CI/CD, je pense qu'il faudrait faire les deux. Et vous vous adressez au même public, du coup, des data scientists qui travaillent sur des modèles d'IA? Alors, l'outil qu'on développe sous forme d'API permet aussi bien d'aller tester avant déploiement pour des outils, enfin des projets industriels, par exemple un chatbot pour une entreprise. Et donc là, on est plutôt un peu en bas de la chaîne au niveau de l'usage des LLM, mais ça peut aussi être utilisé directement après fine-tuning par des LLM providers comme OpenAI ou Anthropic, juste pour vérifier si, par exemple, les étapes de fine-tuning ont permis ou non de pousser le modèle à se comporter de manière correcte. Et est-ce que vous avez été confronté à certains défis méthodologiques ou pratiques dans la mise en place de ce que vous faites? Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis content qu'on ait quelqu'un du LNE. On en parlait un petit peu avant que la table de rose commence. C'est qu'aujourd'hui, quelque chose qui nous manque énormément pour l'évaluation, en tout cas pour le type d'évaluation dont je parle, c'est-à-dire ce que j'appelle les évaluations dynamiques, c'est qu'on a du mal à mettre des nombres sur les phénomènes qu'on observe. Et quelque chose qui est très important, c'est en fait le LNE, donc la métrologie, c'est vraiment l'historique du LNE. Être capable de mesurer les choses et de développer des outils de mesure, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, le truc numéro 1 sur lequel il faut qu'on travaille, c'est vraiment la fondation de notre recherche, c'est développer les outils méthodologiques qui nous permettent ensuite de développer des outils pour mesurer les choses. Voilà. Des outils pratiques, ok. Extrêmement intéressant et parfaite transition du coup pour Antoine pour essayer de savoir du coup qu'est-ce que toi tu vois comme défi méthodologique important dans l'évaluation de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que tu réponds en fait à ce que Pierre vient de dire. Alors, en 2 points, pour répondre directement entre guillemets à cette partie-là, au niveau LNE, on a un département spécifique sur l'IA, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui vraiment cherche à développer un peu ce dont tu parles. Avec, voilà, on catégorise, on classifie vraiment le modèle et on essaie voilà, de te challenger ce modèle et de trouver voilà, un peu l'échelle, l'ordre de grandeur, ou enfin voilà, mesurer vraiment quelque chose, parce que la mesure, c'est, comme tu disais, c'est l'essence même du LNE. Maintenant, la partie où moi je me fais avocat du diable volontairement, c'est que j'ai envie de dire il n'y a pas de défi méthodologique dans les grandes lignes si on prend l'aspect normatif et si on prend les approches qui sont proposées du côté normatif. En fait, si vous voulez, du coup je vais expliquer, mais il y a 2 approches actuellement qui du coup au niveau normatif ont vu le jour. Il y a l'approche ISO 42001 qui est en fait un système de management, et du coup je vais expliquer ce que c'est un système de management que moi j'oppose, et elle se complète, mais que j'oppose volontairement à l'approche processus, qui est une approche plus LNE qu'on cherche après à défendre d'un point de vue commission de normalisation notamment. Donc si vous voulez un système de management, si vous êtes étranger à ce que c'est, un système de management de l'intelligence artificielle, c'est comment on met en place au sein d'une organisation un nombre de processus et de procédures visant à institutionnaliser un modèle d'intelligence artificielle en fait définissant une analyse de risque précise et en demandant à la direction, si vous voulez, d'une entreprise de prendre conscience que développer un système d'IA, c'est pas rien du tout, et ça peut avoir des impacts, et là ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur les impacts sociaux, notamment d'un système d'IA. Et donc dans la 42001, on a une grosse passe sur l'analyse de risque, sur une documentation vis-à-vis des risques, des biais, des outils utilisés dans le développement d'une IA qui doivent être du coup documentés au niveau d'une organisation cette fois-ci.
On a aussi ce qu'ils appellent l'impact assessment, donc qui va être l'évaluation plutôt d'un impact social de votre système d'IA. Si vous développez un système d'IA qui a pour but de reconnaître un visage et que c'est le seul but, alors voilà, vous reconnaissez un visage et vous catégorisez. Évidemment, vous voulez le faire, vous vivez dans un monde de bisounours, vous vous dites ça s'arrêtera là. Non, il faut aussi prendre conscience qu'à un moment donné, l'impact derrière, ça va être potentiellement une reconnaissance faciale accrue avec une notation derrière civique, et que vous serez peut-être à l'origine de cette chose-là. Et donc, en fait, on vous demande de vous poser honnêtement la question de l'impact sociétal qu'aura potentiellement votre système d'IA s'il est utilisé à d'autres fins que celles que vous aviez prévues. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, système de management, où en fait, peu importe la catégorie d'IA où vous y rentrez, puisque c'est au niveau d'une direction. Et après, l'approche processus, c'est autre chose, c'est-à-dire que, et moi j'en suis un fervent, on va dire, défenseur, mais je suis profondément convaincu, c'est qu'une intelligence artificielle, peu importe ce que vous développez, qu'elle soit extrêmement complexe ou extrêmement simple, si je puis dire, vous pouvez vous forcer à rentrer dans une méthodologie que vous définissez vous-même. Et donc au LNE, on a développé un référentiel. En gros, il y a, si vous voulez, une IA, elle se découpe en 4 processus: la conception, le développement, l'évaluation, votre processus. Et donc ça rejoint complètement ce que disait tout à l'heure, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Benoît, merci Benoît, excuse-moi. J'ai retenu Giscard et pas Benoît, c'est un peu ridicule. Et voilà, et ensuite le maintien en condition opérationnelle. Et l'idée, c'est de se dire que votre IA, à tout instant, en fait, quand vous la développez, vous pouvez itérer sur l'analyse de risque que vous avez imaginée lors de la phase de conception. Parce que vous développez des choses, et donc vous regardez l'état de l'art, vous essayez de réfléchir au modèle que vous allez utiliser, au modèle qui existe déjà, vous vous en inspirez, regardez les performances, les biais. Après, vous arrivez à l'évaluation, vous êtes critique envers ce que vous avez fait. Et en fait, il y a ce principe d'itération jusqu'à ce qu'on arrive à OK, l'évaluation nous convient, ça convient à ce qu'on attendait. Maintenant, on met en condition opérationnelle et puis on le maintient dans le temps. Comment vous vous assurez que l'IA est répétable pendant 10 ans, par exemple, si c'est votre souhait, etc. Et en fait, c'est simplement pour ça que volontairement, je dis qu'il n'y a pas de défi. Parce que peu importe le modèle d'IA, et même qu'il soit haut risque, à bas risque ou à risque limité, comme on disait tout à l'heure, la méthodologie, elle peut s'y adapter. Alors derrière, évidemment, toute proportion gardée, on n'attend pas les mêmes analyses de risque si vous êtes sur un outil chirurgical, un dispositif médical par exemple, et sur un algorithme de reconnaissance de documents administratifs, évidemment. Mais dans le principe même, il y a moins de défis quand on a cette approche-là. Et c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. Il y a des limites, mais ça permet aussi de cadrer l'IA. Et ce qui est important aujourd'hui aussi, en tout cas ce qui nous semble important, et ce qui se transparaît aussi dans l'IA Act, c'est ce cadrage de l'IA qui est extrêmement important. Et la vision, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la vision système de management, elle est abordée dans l'IA Act. C'est ce qu'ils appellent le système de gestion, je crois. Voilà. Ok, merci beaucoup, super intéressant. Et Caroline, est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire en fait, tout ce qui vient d'être dit, notamment ce que vient de dire Antoine? Est-ce que ça t'inspire quelque chose où tu as envie de rebondir? Oui. Alors, donc là, on a parlé des problèmes que rencontrent les entreprises. Et donc, on va avoir des problèmes très concrets de sûreté, parce que forcément, si un produit n'atteint pas l'objectif pour lequel il a été conçu, il va pas être vendu. Mais on a aussi des problèmes qui vont venir dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire, quels sont les problèmes auxquels la société devrait se préparer, qui pourraient apparaître dans 2-3 ans. Et donc là, pour ça, on a des défis méthodologiques aussi. Parce que, bon, d'une part, on a eu des petits accidents de l'IA. On a eu quelques gros accidents. Par exemple, on a eu un crash boursier dans les dernières années où, très rapidement, la bourse a perdu des millions et des millions et des millions de dollars à cause d'IA qui se complétaient les unes et les autres, qui avaient un effet complémentaire. Mais on a réussi à inverser ça très rapidement en disant oh, on annule ça, on a oublié le jour qui est venu hier et donc on a réussi à annuler ça. Mais ça, c'était un exemple d'un risque systémique qui pourrait faire trembler l'économie mondiale. Mais on n'a pas encore vu de grands risques. Et pour ça, en fait, pour savoir quel grand risque il va avoir, pour les risques nucléaires, on a vu des catastrophes nucléaires. Pour les risques d'épidémie, on a vu le Covid. Mais pour l'IA, est-ce qu'il y a vraiment des risques systémiques, des risques qu'on pourrait même dire catastrophiques? Et là, pour ça, en fait, les pays ont développé, tous les pays, donc la France, l'Angleterre,
le Royaume-Uni, pardon, les États-Unis ont développé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie des risques critiques. Donc, on va estimer les risques critiques que rencontre notre pays. Pour la France, par exemple, on va dire, alors, on a tous ces risques. On a le terrorisme, les tremblements de terre, ça peut être les risques de pandémie, les risques de cyberattaque. Et donc, comme pour ça, on va faire une grande liste de tous ces risques, faire des scénarios pour chacun de ces risques, et ensuite, on va demander aux experts de noter ces scénarios en termes d'impact et en termes de probabilité. Pour certains risques, on a un historique, donc c'est plus facile. On peut à la fois demander aux experts et demander au passé. Mais là, pour l'IA, non. Donc, on se tourne vers les experts, et moi, c'est ce que je fais dans mon doctorat. Et donc, je leur demande, quels sont les risques d'une IA, les pires risques auxquels vous pouvez penser. Et donc, par exemple, je développe un scénario, comme un scénario catastrophe, mais qui a une probabilité entre 1 et 10% d'arriver. Et donc ça, normalement, il faut le mettre sur notre liste, sur notre matrice de risques. Et voilà, donc j'ai le scénario catastrophe. C'est pas très marrant, mais en même temps, quand je trouve le risque, je me dis « Ah, j'ai trouvé !» Donc c'est assez satisfaisant d'un point de vue scientifique. Et d'un niveau politique, il faut juste dire « La France, pouvez-vous s'il vous plaît analyser ces risques et ne pas seulement vous concentrer sur les 5 dernières années, mais dire ne pas avoir un échec de l'imagination, mais demander vraiment aux experts ce qu'ils en pensent. » C'est intéressant. Et est-ce que Pierre, tu as envie de rebondir un peu sur ce qui a été dit Justement, je pense que c'est aussi pour ça que c'est assez important d'évaluer idéalement, nous, ce qu'on cherche, c'est pas, là on a parlé de notre outil, mais la mission de notre entreprise, c'est de comprendre ces modèles, précisément parce que ces familles de risques sont liées généralement à des capacités relativement avancées des modèles, par exemple des modèles de plus en plus autonomes, etc. Et aujourd'hui, au niveau de la science, on n'a pas beaucoup avancé sur notre capacité à développer cette chose-là. Donc c'est aussi une problématique méthodologique qui, si on sort juste de comment est-ce que je suis capable de faire dire des trucs nazis à une IA, il y a des choses aussi plus importantes, c'est comment je peux évaluer à quel point mon IA serait capable, entre de mauvaises mains, de provoquer une cyberattaque et des failles en cascade sur un système critique ou autre. Voilà. Ok, super. J'aimerais bien que, justement, dans cette partie, on se projette par rapport à ce que tu viens de dire, Caroline, sur un scénario catastrophe. Ce serait quoi un exemple, en fait, de scénario catastrophe avec une IA qu'on pourrait avoir? Est-ce que c'est, à quel point c'est réaliste, en fait, et comment est-ce qu'on peut l'anticiper? J'aimerais bien poser la question un peu à ce panel. D'accord. Alors, moi, j'ai 2 scénarios. Il y a un scénario d'une cyberattaque et un scénario d'un accident industriel. Celui que j'ai développé le plus récemment, c'est la cyberattaque. Donc, je vais commencer par celui-là. Et puis après, on pourra, si vous voulez, plus tard, on pourra en discuter de l'autre. Et donc, la cyberattaque, ça se base notamment sur le fait que Microsoft a publié récemment un rapport qui montrait que des groupes actifs financés par des États, donc c'est comme une sorte de milice mais financée par l'État. Donc c'est un concept qui ne nous est pas très familier, mais en gros en Russie, la présidence de la Russie finance des groupes qui sont spécialisés dans les cyberattaques. Et c'est le cas aussi en Chine. Voilà. Et donc Microsoft a publié récemment la liste de ces différents, je crois qu'il y en a 7 différents groupes qui utilisent les LLM pour leurs cyberattaques. Donc il y a ça, et puis ensuite j'ai interviewé des experts. Donc voilà mon scénario. On est donc dans 5 ans, 2028. J'avais fait ça en 2023, donc c'est en 2028. Donc en 2028, un groupe actif comme celui dont j'ai parlé, en anglais c'est APT, un groupe comme cela, chinois, développe une cyberarme. Et donc cette cyberarme, en fait, c'est une sorte de plateforme, une plateforme de virus. Voilà. Pour ceux qui font un peu de la cyberattaque, en gros, les virus ils peuvent être très compliqués, ils peuvent avoir différentes parties. Donc dans ce virus, il y a plusieurs parties. Une partie est un LLM du type ChatGPT, qui est en fait basé en Chine et qui va être capable de
piloter un peu tous les autres. On a aussi à côté de ça une sorte de chef d'orchestre inspiré par AutoGPT, c'est-à-dire un agent qui, on lui donne un objectif, par exemple, sème le plus de chaos dans les pays occidentaux que tu peux, et qui va ensuite faire un plan et adapter le plan en fonction des feedbacks. Ensuite, on a une partie de la plateforme qui est basée sur le reinforcement learning, donc qui va apprendre des différentes attaques. Et on a, par exemple, un LLM qui a été entraîné spécifiquement sur le dark web. Voilà. Donc, disons qu'on a ces éléments-là. Et donc, la Chine va pouvoir lancer cette cyberattaque de manière dormante d'abord. Donc, ce système va pouvoir, par exemple, attaquer, moi ce que j'ai mis, c'était les systèmes moins protégés du sud de l'Europe, par exemple Portugal, Espagne, etc. Les banques qui sont moins protégées là-bas. On a vu qu'il y avait eu récemment des banques qui ont crashé, etc. dans ces pays. Donc voilà, il faut juste attaquer d'abord celle-là et en fait de manière très silencieuse et ensuite se propager pour ensuite semer le chaos dans les pays occidentaux, notamment dans les systèmes d'infrastructures critiques. Et moi, là où les experts m'ont dit qu'il y avait des faiblesses, c'était sur les infrastructures critiques au port. Et donc, par exemple, le canal de Suez, faire une grande hacking là-dessus pour juste faire un grand chaos, par exemple, pendant une élection, etc. Il va y avoir beaucoup d'élections cette année. Et donc, ça pourrait causer des milliards et des milliards de dollars de pertes, mais ça pourrait aussi perdre des vies, par exemple, si le hacking s'attaquait à des hôpitaux, ce qui a déjà été le cas avant. Super, Voilà. extrêmement intéressant. J'ai envie de demander au panel à quel point ce scénario il vous semble réaliste. Très bonne question. Non, après, moi, j'irai pas challenger parce que voilà, je pense qu'on a chacun notre compétence et donc moi, je fais confiance sur. Après, ça me paraît. Enfin, je connais un petit peu quand même. Oui, c'est le 996, non? Si ma mémoire est bonne, ou 696, je sais plus. Enfin, c'est le rythme d'horaire et donc les grands groupes de hackers chinois qui d'abord sont là dans leur chambre à travailler et puis du jour au lendemain ils se mettent à avoir des horaires de bureau chinois pour le coup parce que justement c'est entre guillemets soit vous travaillez pour nous soit on s'arrête, ça existe donc oui le risque existe. On voit aujourd'hui et même au tout début de ChatGPT c'était un peu ça, c'est même des fois sur des mécanismes d'obfuscation qui sont quasiment illisibles sur internet, vous récupérez une page quasiment illisible, on remplace je caricature toujours comme ça, on remplace, il y a des variables A égale 1, B égale 2, C égale 3, vous remplacez tout par, vous mettez une boucle et vous remplacez par des I et des L majuscules. Allez lire ça en tant qu'être humain. Vous demandez à ChatGPT, entre guillemets, c'était faisable avant, parce que là c'est très simple en exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça permet déjà d'aller plus loin. Donc moi, le scénario, il me paraît largement plausible. Après, moi, ma réponse, ça va être que oui, il y a toujours des failles, il y en aura toujours. La cyber aujourd'hui, il y a quelques années on parlait que cyber. Aujourd'hui, même au Forum international de la cybersécurité, le thème c'était de l'intelligence artificielle cette année. Donc c'est un forum qui a lieu à Lille, qui est quand même une grosse référence. Voilà. Et du coup le sujet c'était l'IA. Et quand vous passiez sur les stands, la plupart des gens avaient des questions sur comment on va dire améliorer la cyber, ce qu'on appelle la cyber, en fait, comment ça va complètement se combiner à l'IA et comment on va se retrouver à avoir une cyber-IA quasiment constante, puisque pour répondre à un risque IA avéré, il faudra qu'on se défende avec nous-mêmes des IA. Voilà. Après, là, pareil, le début du scénario, c'est quoi? C'est une attaque sur des banques, là du Sud, même sans parler d'un endroit géographique, on trouve une faille. Si vous prenez en France ce qui est fait actuellement, il y a par exemple ce qu'on appelle Secnum Cloud, qui est du coup une évaluation à Annecy. Donc en fait, c'est la sécurité numérique du cloud, ça se veut souverain, c'est vraiment un référentiel développé par l'ANSSI, donc c'est purement français. Et le but de ce Secnum Cloud, dont je ne suis pas un grand expert, mais le but de ce Secnum Cloud, c'est de sécuriser le cloud à tel point que, par exemple, on se protège aussi des lois extraterritoriales, je vais y arriver, type les lois américaines qui disent que dès qu'une entreprise dès que le siège social d'une entreprise est américaine, même si le data center est en France, le data center de Microsoft en France, on a le droit d'aller chercher les données. Voilà. Et donc ça, déjà, rien que ça posait des questions d'un point de vue souveraineté, etc. Et donc, en réponse à ça, il y a eu ce développement-là.
Et pourquoi j'en parle? C'est parce que y a quand même des choses, d'un point de vue cyber, qui sont mises en place, qui demandent un gros niveau, hein, c'est-à-dire que Secnum Cloud à mettre en place, à architecturer au niveau d'un data center, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'à force, en fait, on bloque des portes qui peuvent être ouvertes comme ça. Voilà. Et donc, si on supplante des normes et des référentiels qui sont pensés ou des architectures cyber extrêmement élevées, et que derrière, on lance ça, si je puis dire, avec de l'IA, à mon sens, on pourra y répondre. Par contre, pour répondre strictement à la question, oui, c'est largement envisageable. Et peut-être même qu'on est déjà en fait un peu entré dans cette ère-là, parce que la dormance, voilà, aujourd'hui il y a des tests et ça va extrêmement vite pour le coup. Ouais. Ok. Benoît et Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ce type de scénario et est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, on est prêt à anticiper un tel scénario avec les outils qu'on a? Ouais, bah du coup, moi, disons que quand on regarde 30 ans en arrière, je pense qu'il y a très peu de gens, même parmi les scientifiques, qui étaient capables de prédire ce que serait l'IA ou le machine learning aujourd'hui. Donc, honnêtement, moi, j'ai aucune idée, j'ai pas du tout la prétention d'avoir une idée de ce que sera l'IA dans 30 ans. Donc, d'un côté, c'est vrai que ça peut faire peur parce que je pense qu'on ne peut pas anticiper les risques qui vont peut-être devenir réalité dans les prochaines années. Hein. J'en sais rien. Mais bon, quand on écoute par exemple Yann Lequin ou Sam Altman qui ne sont pas d'accord sur est-ce que l'AGI sera quelque chose de possible dans les 10 prochaines années, on se dit qu'en fait même des gens qui ont passé leur vie dans ce domaine-là ne sont pas d'accord entre eux, on ne sait pas trop qui écouter. Et du coup, effectivement, ça vaut peut-être le coup de se poser des questions sur ces risques. J'aurais tendance à dire que ce scénario est plutôt probable, et même je pense que ce type de scénario pourrait arriver avant 5 ans. Tu viens de mentionner quelque chose d'important en parlant il y a beaucoup d'incertitudes sur le quand et le si de l'AGI. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'atteindre ce niveau pour déjà atteindre des risques potentiellement catastrophiques à des niveaux très conséquents. Parce que les risques auxquels on pense quand on parle d'IA avancée, ça fait tout de suite... les gens se mettent à penser à des IA autonomes qui ont un peu leur vie sur Internet, etc., etc. Mais dans le cas des mésusages où un groupe de hackers décide d'utiliser des LLM, l'IA n'est pas encore autonome, mais elle obéit encore d'une certaine manière à des instructions humaines avec des objectifs extrêmement toxiques. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre l'AGI, on a besoin d'avoir des IA plus avancées qu'aujourd'hui, mais on n'est pas très loin de ça. Et d'ailleurs, pour moi, il y a un point, c'est que je pense qu'il est possible qu'à terme, les vraies failles ne soient pas au niveau de la sécurité des infrastructures, parce que c'est quand même assez solide et on arrive à patcher, mais plutôt au niveau des humains qui sont fortement manipulables. Et concrètement, aujourd'hui, faire des campagnes de phishing en utilisant des LLM pour faire des emails extrêmement personnalisés et extrêmement crédibles pour potentiellement obtenir de l'argent, des clés d'accès, des mots de passe, etc. Je pense que ça, c'est un type de... ça peut, dans de mauvaises mains, faire de très très gros dégâts. Parce que potentiellement, j'ai pas besoin de hacker un hôpital si j'arrive à obtenir le mot de passe de quelqu'un qui bosse dans un hôpital. Et ça peut même être beaucoup plus simple que ça, en fait. Voilà. Merci pour vos retours un peu sur ce sujet-là. Et maintenant qu'on a un peu évalué quels sont les risques, comment on les évalue, on va passer à la partie un peu gouvernance. Et dans la partie gouvernance, on a un peu deux volets. On a un volet entreprise et un volet État. État, Union européenne, États-Unis, etc. Et on va commencer par le volet entreprise. Sur le volet entreprise, vous avez ce qu'on appelle les Responsible Scaling Policy, qui sont des politiques mises en place au niveau des entreprises d'intelligence artificielle pour évaluer et contrôler les différents risques. On pense par exemple à la RSP de Anthropic du coup qui est à l'origine de Claude, ou encore au Preparedness Framework d'OpenAI, OpenAI bien sûr ChatGPT. Donc ces entreprises, elles ont mis en place des politiques d'évaluation et de contrôle des risques, qu'on appelle des RSP, et notamment par exemple chez OpenAI, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce qu'on appelle une scorecard.
Donc en fait, cette scorecard, elle va faire l'objet d'une évaluation par une équipe qui est dédiée chez OpenAI, qui est une équipe qui s'appelle Preparedness Team, et qui va en fait évaluer les risques sous 4 dimensions. Cybersécurité, risques chimiques, biologiques, radioactivité et nucléaire, persuasion et autonomie des modèles. Et en fait, ces différents risques-là vont être évalués par l'équipe. Et ensuite, si le modèle atteint un certain seuil, il ne pourra ni continuer à être développé, ni déployé. Et chez OpenAI, on a également cette deuxième dimension dans son Preparedness Framework, qui est la dimension un peu gouvernance, où en fait, l'équipe Preparedness, elle va être en charge de tout ce qui est travail technique sur la question de l'évaluation des risques. Derrière, on va avoir un Safety Advisory Group qui est chargé de tout ce qui est recommandations, mais ce n'est pas lui qui est décisionnaire. Et donc c'est toujours le leadership d'OpenAI qui va être décisionnaire et le Board of Directors aura le droit de renverser la décision. Donc ça c'est un peu pour le schéma de à quoi ça ressemble chez OpenAI, l'évaluation des risques. Et du coup, j'ai envie de vous demander un petit peu à ce panel, qu'est-ce que vous pensez de ce framework d'OpenAI? Si vous connaissez celui d'Anthropic, pourquoi pas en parler aussi. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce framework? Est-ce que c'est suffisant? Et est-ce qu'il y a des manques, d'après vous? Qui a envie de commencer? Je peux commencer? Oui. En fait, c'est un très bon début dans le sens que on a la chance en fait il se trouve que la plupart des grands experts des LLM se trouvent dans ces labs, donc forcément ils ont beaucoup d'expertise et donc ils vont être le plus proche des risques. Et donc voilà, ça c'est utile. Néanmoins, on a quand même vu récemment avec OpenAI que le Board of Directors n'est pas aussi puissant qu'il peut en avoir l'air, notamment lorsque le Board of Directors a décidé d'exclure Sam Altman de OpenAI et qu'il est quand même revenu. Donc, malheureusement, je ne pense qu'on ne peut vraiment pas se fier ou juste se reposer sur le bon vouloir des entreprises. Et donc, il va falloir une régulation forte et pas seulement volontaire. Mais ceci dit, voilà, il faut quand même... j'applaudis tout de même OpenAI pour avoir mis en place un schéma qui va pouvoir ensuite inspirer la régulation. Est-ce que quelqu'un a un avis similaire? Ouais, je veux bien rebondir parce que c'est intéressant. Alors moi je le connais moins chez OpenAI, j'ai quand même regardé par contre pour Anthropic, parce qu'Anthropic c'est assez intéressant. En gros ils ont 4 niveaux, ce qu'ils appellent ASL. Il y a le ASL1, le ASL1 si vous voulez c'est les LLM, voilà ça. C'est les LLM de 2018, c'est comme ça qu'ils l'écrivent sur leur site. Le ASL2 c'est les modèles de maintenant. Le 3 c'est celui où on commence à se poser des questions niveau risque et en gros leur logique c'est de se dire on veut quand même comprendre la finalité de ce que produit notre modèle. On veut le comprendre. Donc si à un moment donné on ne le comprend pas, on se permet à un moment donné de dire pause, on continue le développement en interne, on ne les propose pas au grand public, mais on cherche à comprendre. L'idée c'est de diminuer le risque en fait. Si on comprend un petit peu si on comprend la finalité, de fait on diminue le risque. Et après les 4 c'est vraiment dans 10 ans je crois ils écrivent. Mais voilà, les prochains, ceux où on n'aura pas d'idée, et là je te rejoins complètement tout à l'heure Benoît sur ce que tu disais, on ne peut pas vraiment imaginer à quoi ça va ressembler demain, on peut juste supposer, mais voilà c'est de l'imagination parce que ça va très très vite. Et moi je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas s'y fier, je vois ça un peu comme une charte informatique. Une charte d'un point de vue régulation ça vaut rien. C'est bien d'avoir une charte, on le conseille très souvent à toutes les entreprises, d'avoir une charte c'est bien, c'est beau, ça plaît aux clients, parce que si on s'y fie vraiment, c'est vraiment intéressant ce qui est abordé sur les chartes, souvent en plus c'est vulgarisé, etc. Moi je vois ça un peu comme une charte, c'est-à-dire que de toute façon, même quand on réalise des audits, qu'on est en normalisation, on vient nous montrer des processus et des procédures. De fait, c'est l'humain qui se contrôle lui-même. Moi je suis là en tant que tierce partie, donc avec mon expertise et... on est capable d'être critique envers ce qui est fait, mais l'objectif quand même, lorsqu'on définit une conformité ou non, c'est d'être critique envers ça, mais ce sont des humains qui contrôlent eux-mêmes leur travail. Alors évidemment, après, quand tout ce qui est question de conflit d'intérêts, etc.,
on espère bien que c'est pas la même personne qui fait qui code et qui va push le code. On espère bien qu'il y a un relecteur. On va challenger ces petites choses-là, mais si vous voulez, ça reste quand même la même logique que ce qui est fait. Donc pour moi, c'est bon. Il faut continuer comme ça. Il y a des limites et l'importance à ce moment-là, et je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'importance d'avoir une évaluation tierce partie, elle est là. En fait, la valeur ajoutée, elle est là. Comment est-ce que vous avez vraiment confiance là-dedans? C'est le jour où quelqu'un va dire, écoutez, ce qu'ils ont mis en place au niveau du board, etc., nous, on a vu leur procédure, même juridiquement, parce qu'on ça se voit en audit, certains audits, on a accompagné de juristes, d'avocats, et on peut aller, on peut confirmer que là, normalement, le board a la puissance annoncée au grand public. Et donc là, ça donnerait confiance. Donc pour moi, c'est la bonne manière de faire. L'étape d'après, c'est la vision tierce partie et être critique, et puis toujours après être dans une dimension où le but c'est pas de se bloquer, parce que ça peut être vu comme un blocage, mais le but c'est pas de se bloquer, c'est de simplement faire les choses de manière réfléchie. Voilà. Super. Pierre, sur l'évaluation tierce partie, l'importance de cette évaluation. Moi aussi, je vais prêcher pour ma paroisse. Du coup, je pense que c'est extrêmement important. Enfin, je m'attends à ce qu'ils évaluent en interne, mais c'est extrêmement important que tout ne se fasse pas en interne, parce que c'est assez facile d'oublier de présenter des résultats quand ils sont pas terribles si on évalue tout en interne. Donc idéalement en termes d'approche, je pense qu'il faudrait qu'on ait des tierces parties de type entreprise, des auditeurs privés, mais aussi des auditeurs publics. Moi j'aimerais beaucoup qu'on ait des organismes capables de faire de l'audit et de l'évaluation de modèles qui soient des sortes d'organismes publics, comme on a des organismes qui soient capables de vérifier la capacité au niveau des centrales nucléaires. Est-ce que par exemple les normes de sécurité sont respectées, etc. Je pense que c'est important et ça donne de la confiance. Par rapport à ce qui est proposé dans leur approche, je pense que c'est mieux que rien, c'est insuffisant, mais je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que effectivement, comme c'est quand même un peu au bon vouloir de l'entreprise de suivre cette charte ou pas, si on met ça dans la perspective des dynamiques de course qui existent, dans laquelle chaque grand labo veut avoir la primeur et être le premier à avoir la super IA le plus rapidement possible, c'est extrêmement opposé à l'idée de « oula, s'il y a des risques, il faudrait qu'on freine un peu, qu'on s'assure que notre modèle est sûr, robuste, etc. » Donc aujourd'hui, c'est un petit peu gênant qu'ils se posent leurs propres limites, sachant que les incentives économiques les poussent à ne pas les respecter. Voilà. Benoît, j'ai une question. Est-ce que les RSP peuvent être de nature à justement ralentir la croissance des entreprises? C'est une critique, c'est un argument qu'on entend de temps en temps. Et par rapport à ce que vient de dire Pierre, est-ce que tu penses que ça peut être de nature à ralentir les entreprises? Du coup, moi je dirais qu'à court terme, forcément, parce qu'il faut allouer des ressources au respect de ces RSP, il faut mettre des gens sur tous ces projets, sur l'évaluation de la qualité, pour faire respecter les processus. Mais derrière, à long terme, je pense que ça peut aussi aider les entreprises. Déjà parce que ça a un impact positif sur la réputation. Ensuite, en ce qui nous concerne chez Giscard, nos outils sont aussi là pour permettre aux entreprises d'avoir confiance en leur propre modèle. Donc être sûr que par exemple quand on a une recommandation de prix, le prix ne va pas faire perdre de l'argent aux entreprises. Parfois c'est aussi simple que ça, mais tous les data scientists n'ont pas les moyens d'évaluer ces modèles de cette manière-là. Du coup, je pense que sur le long terme, ça fait aussi gagner de l'argent. Et puis, pour rebondir un peu sur le thème de la cybersécurité, il y a 10 ans, on traitait les données personnelles n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de ça, mais aujourd'hui, avec le RGPD, on est bien content que les entreprises fassent un peu plus attention aux données personnelles avec toutes les cyberattaques qui ont lieu toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine sans laquelle on n'entend pas parler d'une cyberattaque sur une administration, par exemple. Donc je pense que sur le long terme, c'est une bonne idée. Super. Donc ça, c'était vraiment pour le volet entreprise. Et si on s'intéresse maintenant plutôt au volet État, au volet public,
Donc, comme on l'a dit, le EU AI Act a fait l'objet d'un accord en décembre 2023 entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Il va être adopté et appliqué de manière complète dans tous les États membres d'ici 2 ans. Et ce que fait l'EU AI Act, c'est qu'ils vont établir une typologie de risque de limité à inacceptable, et ils vont demander aux entreprises qui conçoivent et développent des systèmes d'IA de se situer dans cette typologie et de mettre en place des mesures de contrôle. J'ai envie de vous demander à nouveau, qu'est-ce que vous pensez de l'EU AI Act ? On a un tout petit peu touché en introduction, mais peut-être commencer par toi, Antoine. Comment est-ce que tu vois l'EU AI Act ? Est-ce que tu penses que c'est satisfaisant en termes de contrôle ? Alors, dans l'ensemble, oui. C'est-à-dire que elle est critiquable, et les critiques, elles s'entendent, même sur est-ce que dans 10 ans, le document, il va valoir quelque chose, par exemple. Il y a des questions qui disent oui, mais en fait, ça a été pensé à l'instant T, mais en fait, ça va tellement évoluer que ça ne va plus avoir de sens. Donc, il y a plein de critiques entendables. Moi, ma vision, c'est que ça suit une approche normative par risque, donc c'est une analyse par risque. Moi, j'aime bien. Après, parce que voilà, c'est intéressant. Après, comme toute norme, ça peut faire barrière à l'entrée. Et donc du coup, moi, ce que j'ai apprécié dans l'IA Act, c'est qu'il y a quand même des choses qui ont été pensées, c'est-à-dire que ce qui est très, très critiqué aussi, c'est ce truc de se dire on va ralentir l'Europe, comparé à la Chine, à l'Amérique, parce que l'Amérique, il y a un décret, je crois, mais moi, il y a un décret, si je suis à jour, et en Chine, il y a quelques régulations, mais en fait, tout se fait au niveau étatique, donc il y a des passe-droits, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué, je ne suis pas du tout expert là-dessus. Et donc, par exemple, quand l'IA Act traite de ce qu'ils appellent les sandbox, les bacs à sable, où en gros, on va pouvoir se dire on peut développer un système d'IA, où il y a même eu des demandes sur on ignore un peu le RGPD, et on fait un peu ce qu'on veut du moment qu'on le propose pas, entre guillemets, juste pour voir un peu ce qu'on pourrait faire au niveau IA. Je trouve ça intéressant. Voilà, donc moi, oui. Après, je trouve que, et je me replongeais encore dedans dans la semaine, je trouve que d'un point de vue de tierce partie, ils sont pas allés assez loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie à un moment donné sur vous évaluez à haut risque. Moi, le fait qu'une entreprise se dise je suis à risque limité au risque, c'est normal. C'est-à-dire qu'après, on pourra peut-être les challenger et dire attendez, vous n'êtes pas catégorisé en risque, mais vous êtes en haut risque, vous répondez de toute façon pas à la réglementation, on va venir voir ce que vous faites, et puis là, pour le coup, va peut-être y avoir des sanctions qui vont jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, donc c'est pas rien quand même. Mais vraiment, ce que moi je trouve intéressant, c'est cet aspect de ok, vous êtes à haut risque, vous mettez en place des choses, il n'y a pas de problème, mais jusqu'où en fait il peut y avoir des évaluations tierce partie, mais elles ne sont pas obligatoires. Et là, je ne comprends pas en fait l'idée. Je ne comprends pas l'idée de ne pas rendre la chose en fait automatique. Après, voilà, c'est pareil. Enfin, l'IAC, c'est au niveau européen. Très sûrement qu'au niveau français, c'est pas très sûrement, c'est le cas. En fait, à chaque fois, ça va être pareil. Il y a le niveau européen. Il va y avoir une commission au niveau européen qui va être mise en place, donc une commission de l'IA qui va gérer du coup au niveau de l'IA plein de choses, et puis après ça va descendre à un niveau encore inférieur, donc le niveau national, donc qui en France sera les gens qui vérifieront qu'on applique bien l'IA Act. Pour le RGPD, c'est la CNIL, si je ne me trompe pas. Donc est-ce que la CNIL va aussi avoir cette casquette pour l'IA Act? Et après, la CNIL ne pourra pas réaliser tous les audits tierce partie, parce qu'il y a quand même une partie où ça va être obligatoire, mais ça ne l'est pas forcément. Et à ce moment-là, qui est-ce qui réalise ces audits? Et pareil, du coup, ça va reboucler en fait jusqu'à très sûrement le niveau, on va dire LNE ou même organisme de certification. Mais c'est pas, en fait, ce que j'ai du mal en fait à comprendre, c'est que pour moi, tout est assez bon. Voilà, il y a des choses qui ont été prises en compte. Le LLM un peu moins, parce qu'en fait, c'est arrivé en cours de route. D'ailleurs, ChatGPT est sorti, on n'a pas pensé à cette chose-là, donc on l'ajoute. Mais il y a quand même cette limite, moi à mon sens, qui est pourquoi est-ce que pour tout ce qui est à haut risque, on n'a pas à un moment donné rendu obligatoire le fait que quelqu'un d'autre vienne voir. Benoît, qu'est-ce que tu penses de l'EU AI Act, et est-ce que tu es d'accord aussi sur
l'idée d'évaluation tierce partie. Ouais, moi je suis d'accord. Enfin, je trouve que c'est positif déjà d'avoir commencé. L'AI Act, ça aborde plein de sujets différents, que ce soit des sujets techniques ou des sujets sociétaux. Après, de mon point de vue, vu qu'on essaye de développer des outils qui permettent aux entreprises d'être conformes à l'AI Act, ce que je trouve difficile, c'est que pour l'instant, il y a une sorte de gouffre entre la régulation et puis le data scientist. Donc c'est un peu le gouffre qu'on essaye de combler. Donc mon travail à moi, ça va par exemple être d'aller voir ce que demande l'AI Act et puis d'essayer de convertir ça en choses pratiques pour les gens qui développent ces systèmes, que ce soit les data scientists, les développeurs, au niveau des entreprises. Donc on va essayer d'apporter des conseils et puis on va essayer de leur permettre d'utiliser notre librairie et nos outils pour répondre aux différents points, qu'ils soient techniques ou pas. Mais sinon, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais peut-être que ça va se mettre en place dans les prochaines années, comme avec la CNIL pour le RGPD, comme tu l'as dit. Pierre, est-ce que tu es en accord avec ça aussi? Est-ce que tu trouves que c'est satisfaisant? Et est-ce que tu penses aussi qu'il y a d'autres types de choses qui pourraient être mises en place, peut-être au niveau plus international, en fait, pour traiter ces sujets? Vaste question. C'est pas mal. On a fait de notre mieux. On aurait pu sans doute faire beaucoup de choses différemment. Une des choses que je trouve problématique, c'est les types de métriques qu'on a utilisées pour faire des seuils, notamment basés sur les flops 10 puissance 25, 10 puissance 26. C'est la meilleure des moins bonnes métriques qu'on a. Voilà. Enfin vraiment, c'est-à-dire qu'il nous fallait quelque chose. C'est un proxy qui permet d'estimer la capacité de certains modèles en fonction de combien de compute on a mis dans leur entraînement. Pour autant, le problème qu'on peut constater aujourd'hui avec ce type de seuil, c'est que par exemple Mixtral, donc le deuxième modèle de Mistral, est beaucoup plus petit que GPT 3.5 et pourtant sur certains types de performances qu'on évalue, il n'est pas si loin que ça. Donc d'une certaine manière, les grosses améliorations qu'on est encore capable d'aller chercher au niveau de la recherche sur de l'amélioration algorithmique font que potentiellement dans 5 ans, les fameux 10 puissance 26 qu'on considère être critiques, on pourra peut-être les faire en 10 puissance 25 ou 10 puissance 24 et du coup c'est un peu dommage. C'est pour ça que nous on aimerait bien idéalement que ces seuils soient remplacés par des seuils qui évaluent les capacités des modèles, que ce soit des capacités au niveau un peu spécifique. Par exemple, ça pourrait être, est-ce que mon modèle peut être utilisé pour faire des choses du type du hacking, ou alors même d'autres types de capacités qui sont plus des fonctions cognitives, du type, est-ce que mon modèle est capable d'avoir une bonne compréhension de comment fonctionnent les humains au niveau de leur psychologie, de telle sorte que derrière, ça peut être utile. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et si mon modèle a une très bonne théorie de l'esprit, c'est extrêmement facile pour un modèle de ce type d'être utilisé pour manipuler des humains, par exemple. Donc j'aurais une préférence pour ce type de métrique si possible. Faute de mieux, parce que pour l'instant, elle n'existe pas, je trouve que les seuils sont pas trop mal. Super. Et du coup, je vais te donner le mot de la fin, Caroline, sur ce sujet-là. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et est-ce que tu penses qu'il y a des manques qui pourraient être comblés? Et est-ce que tu as des idées? Oui, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je tiens aussi à souligner que c'est quand même l'EU Act a surfé au bon moment sur la vague GPT-4. On a eu de la chance en fait que l'EU Act ait pu intégrer cela. Et on a aussi la chance que le EU Act a des mécanismes de mise à jour de l'acte intégrés. Donc on va avoir besoin d'experts. Et donc, en fait, c'est un appel à l'action que je vous lance. On va avoir besoin de vous parce que nous avons besoin de mettre à jour ces données, les seuils, etc. Et on manque d'experts. Une grande chose qui a été faite avec le EU Act, un des grands accomplissements, c'est la création du EU AI Office, donc le bureau pour l'IA qui va être situé à Bruxelles et qui recrute des experts techniques maintenant. Voilà, on a besoin de français. C'est vraiment important de candidater pour tout ce qui pour ces sujets techniques, ces sujets de sûreté.
Les salaires sont bons, il y a très peu de taxes, donc je recommande vraiment à candidater. Voilà, et on est vraiment en demande d'experts sur ces sujets. Donc voilà, on va aussi avoir besoin d'experts en gouvernance parce qu'il va falloir définir mieux ce qu'on appelle vraiment à haut risque, les risques systémiques, c'est qu'est-ce qu'un risque vraiment systémique, etc. Donc on va avoir aussi besoin d'experts en gouvernance et on manque d'experts en ce moment. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. On a besoin de vous. Voilà. Merci pour cet appel à action finale et je pense qu'on peut tous vous applaudir vraiment. Merci beaucoup.